À la fin du XVIIIe siècle, deux édits de dirigeants du continent eurasien ont mis fin aux études en sinologie des missionnaires qui avaient eu le monopole du lien entre la Chine et le monde occidental pendant plus d'un siècle. Le pape Clément XIV a dissous l'ordre des Jésuites, ne leur laissant aucune échappatoire. En Chine, l'empereur Qianlong a promulgué l'interdiction du travail d'évangélisation des missionnaires, mettant fin à leur carrière. Face à cela, les missionnaires jésuites ont peu à peu disparu. Les échanges entre la Chine et l'Occident se sont encore affaiblis après un redressement provisoire difficile. Néanmoins, l'étude de la sinologie a repris vie en passant des mains de l'Église à celles des universitaires. On a redécouvert les récits de voyage, les correspondances et les ouvrages amassés par les missionnaires pendant des siècles. Des chercheurs européens ont commencé à redécouvrir la Chine à travers ces dossiers. Les sinologues professionnels n'avaient alors plus à se préoccuper du travail d'évangélisation, ce qui a permis à la sinologie de ne plus être déformée par les rumeurs et les légendes. Elle est devenue une véritable discipline. À partir de 1800, Staunton, qui sentait l'ignorance de l'Occident vis-à-vis du système chinois, traduisit 436 articles de Ta-Tsing Luli en anglais. Il pensait que malgré quelques défauts, la loi chinoise était recommandable dans de nombreux endroits, recommandable même pour les pays civilisés qui ont de la chance comme nous. The reception of his book was mainly done through, by the intellectuals at the time, mostly philosophers, people of knowledge in Europe, who were interested about the not only about the configuration and outlook of China, but of the meaning of the governance, of the structure, how China is functioning, of the different strata of the society, how emperor is working. En 1810, la version anglaise de Ta-Tsing Luli fut publiée. Ensuite, l'ouvrage fut traduit de l'anglais en français, en espagnol, en italien, avant d'être distribué en Europe continentale. Cela marque la fin de la période où l'Angleterre retraduisait les œuvres chinoises en langue de l'Europe continentale et marque le début des échanges culturels directs sino-britanniques. En 1816, les Anglais vainquirent Napoléon en mettant fin aux guerres qui duraient depuis presque 20 ans en Europe continentale. Relâché, le roi décida tout de suite d'envoyer à nouveau une mission en Chine. Bien que la Chine était rabaissée au rang de demi-barbare par l'Occident, l'attachement des Européens au thé présentait l'opportunité de faire fortune. Pour éviter le même échec, le roi engagea un sinologue comme assistant, le jeune Staunton. À la nouvelle de cette mission anglaise, l'empereur Diaxing convoqua Sun Yuting, gouverneur du Guandong, en espérant que cet officier, reconnu pour sa connaissance de l'étranger, pourrait répondre à ses questions. Diaxing lui demanda « Est-ce que l'Angleterre est riche et puissante ?» Sun lui répondit « Plus grande que plusieurs pays occidentaux, elle est puissante. Mais elle est puissante grâce à la richesse due à la Chine. »
Jiaxing lui demanda la raison. Sun expliqua que l'Angleterre vendait du thé acheté de Chine à des pays plus petits et que si nous interdisons la vente du thé à l'étranger, il sera pauvre et faible, pas question de devenir puissant. Ils éclatèrent de rire. 第二次来华使团，它注定也还是要失败的。如果你看一下，就是马嘎尔尼使团和第二次阿美士德使团，他们使华的目的的话，你会发现，即使是经历了2次鸦片战争，他们最后通过不平等条约所获得的种种的政治上和经济上的特权，都还没有完全实现他们来华使华的时候的全部的目标。所以说，从这个角度来说，他们对于使华寄予的希望太大。La lettre, écrite par Jiaxing au régent anglais, désespéra les Anglais. J'espère que vous n'enverrez plus de missions qui ne causent que le trouble du voyage. Les Anglais ne sont pas les bienvenus sous la dynastie des Qing. N'envoyez plus de missions à l'avenir. La nouvelle de l'échec de cette mission arriva en Europe en 3 mois. Le bruit, selon lequel il fallait conquérir la Chine par la force, commença à circuler. Cependant, l'empereur Napoléon, qui était prisonnier, avait une opinion différente. Si j'étais anglais, je considérerais ceux qui provoquent la guerre contre la Chine comme les ennemis les plus dangereux du pays. Sans aucun doute, vous réussirez en capturant leurs bateaux et en détruisant leur commerce. Mais vous leur ferez connaître leur force. Ils seront obligés de lutter contre vous et de se protéger. Ce jugement à long terme était une observation perspicace. Cependant, aux yeux des Anglais, les problèmes du présent semblaient plus graves. Le 7 avril 1840, un débat intense eut lieu à la Chambre des communes. L'objectif était de savoir s'il fallait envoyer des armées expéditionnaires en Chine. Il y avait un député respectable participant au débat. Son discours a attiré l'attention. Si nous ne sommes pas respectés en Chine, bientôt nous ne le serons plus en Inde. Et petit à petit, ce sera le cas du monde entier. Ce député était Sir George Thomas Staunton, qui avait connu 2 échecs lors des 2 missions en Chine. À son retour en Angleterre, il avait payé cher pour une fonction dans la Chambre des communes. Sa rencontre avec la sinologie n'avait été que provisoire. Sa vraie ambition était de faire de la politique. Enfin, Staunton déclara avec fermeté « Même si c'est regrettable, j'insiste sur le fait que cette guerre est juste et nécessaire. » 在人们的想象中，认为中国还是很强大的，但是，斯当东他们呢，以自己的实际见闻证明，实际上中国是很虚弱的，是一种外强中干的这种情况。由于他们的作证，直接促成了鸦片战争的这个爆发。L'Empire de Chine était encore plongé dans la défense nationale par le thé. Sa connaissance de l'Angleterre était bornée au fait qu'on y mangeait des poudres difficiles à digérer provenant du bœuf et du mouton. Les Chinois pensaient que sans le thé et la rhubarbe des jardins, les Anglais allaient mourir en raison de problèmes de défécation. Quand Lin Zexu, officiel luttant contre l'opium, était arrivé à Canton, il avait aussi pensé que ces 2 ingrédients avaient le pouvoir de contrôler l'étranger. Il avait déclaré à l'empereur Daoguang « L'Angleterre n'oserait pas convoiter la Chine comme elle convoite d'autres pays. » Pourtant, les Anglais finirent par arriver, alors que les navires et les canons parcouraient le chemin familier le long de la ligne côtière de Canton à Tianjin. Peu de Chinois connaissaient la position géographique de l'Angleterre. Dans l'opposition,
entre l'ouverture et la fermeture, le résultat était déjà déterminé. Avec la fin de la première guerre de l'opium, l'enthousiasme pour la sinologie en Angleterre était retombé à zéro. Les canons étaient plus efficaces que la sinologie pour ouvrir le marché chinois. Les conférences de sinologie en Angleterre furent stoppées. Le sinologue anglais Robert Kenneway Douglas le regrettait. Mes compatriotes ne s'intéressaient qu'au commerce avec les Chinois, sans prêter attention aux affaires qui les concernent. Alors que les Anglais importaient les marchandises chinoises, les Français apportaient leurs pensées. Bien qu'ils ne soient jamais allés en Chine, ils se sont appliqués à la sinologie par instinct de chercheurs, nous laissant un riche héritage intellectuel. Pour démontrer le succès de la sinologie professionnelle en France, Douglas a donné un exemple. En 1823, Julien a commencé à apprendre le chinois à Paris. 2 ans plus tard, il a publié une traduction latine sur la philosophie de Mencius. Je pense d'une certaine façon, son plus grand succès, c'est d'avoir formé son successeur. Parce que le successeur qu'il a eu, c'est lui qui est le personnage important de la sinologie. C'est Stanislas Julien. Après son décès, dans les débuts des années 1830, succède à Bellerive-Musat Stanislas Julien, qui a occupé la chaire toujours de littérature chinoise et tartare mandchou au Collège de France jusque dans les années 1870. Julien est considéré comme le meilleur sinologue européen de son époque. Avant de devenir un sinologue, Julien était assistant de grec ancien au Collège de France. Une opportunité changea sa vie. Un jour, Julien passa par la chambre d'un compagnon qui écrivait une sorte de caractère carré sur son manuel. Julien fut tout de suite attiré par cette langue mystérieuse. En 1 heure, son compagnon lui raconta tout ce qu'il avait appris. Mais Julien avait besoin d'en savoir plus. Il finit par entrer dans le cours de Rémusat avec ce même ouvrage de Mencius. 因为在当时的法国，看到一个年轻的一个学生来上中文课是比较少见的，一般大家都认识，因为汉学圈子是非常小，所以雷穆沙就点的这个儒莲的名，说你给我讲讲这篇文章的意义。雷穆沙用儒莲用非常流利的拉丁文把这篇课文翻译出来了，一下子雷穆沙就觉得这个青年前程远大。 Lyon, en France, capitale de la soie en Europe. Ici se trouvent des milliers d'usines de dévidage et de textiles, avec plus de 30 000 travailleurs dans l'industrie. Une crise a failli détruire toute cette prospérité. Au début du XIXe siècle, la technique de sériciculture connut un certain développement en Europe. À cause du manque d'expérience en prévention des maladies, la production de soie grège diminua beaucoup. Celle de la soie en Europe fut influencée. En 1837, un livre intitulé « Résumé des principaux traités chinois sur la culture des mûriers et l'éducation des vers à soie » fit sensation en Europe. Il présentait un système complet d'expérience sur la sériciculture et la prévention des maladies du ver à soie. L'ouvrage fut traduit tout de suite en italien, en allemand, en anglais et en russe, avant d'être publié dans les 4 coins de l'Europe. Son succès fut immédiat. Ce livre, qui suscita le progrès de la technique de sériciculture en Europe, n'était pourtant pas à la pointe de la recherche. Il provenait de 2 traités anciens chinois. Julien avait traduit ces 2 livres. 桑山纪要是我们一个中文的一个翻译嘛，它的原文叫中国的养蚕术和种桑和智商术，就是这么个意思吧。
应该说达尔文确实，达尔文曾经承认过这本书对他研究物种起源，特别是对于这个商和特别对于这个丝绸的这个起源是很有帮助的。请问你是哪位？好，还有什么La France, sans Napoléon, était agitée. Les successions fréquentes au pouvoir et les difficultés économiques faisaient tomber la population dans le désespoir. Par contre, la sinologie française était pleine de promesses. Elle se développa petit à petit dans l'absence du pouvoir, en gardant ses recherches pures. En 1842, Julien réalisa le rêve de son professeur Rémusat en publiant la traduction complète en français de Tao Te Ching. Les sinologues du moment la considèrent comme la meilleure traduction. Tolstoï s'enivra rapidement de la traduction de Julien. Dans ses commentaires de lecture se trouvent de nombreux éloges. Dès lors, Tolstoï noua un lien avec Lao Tse. Le Tao et le non-agir ont contribué à l'idée de Tolstoï qu'il ne faut pas lutter contre le mal par la violence. En 1852, la population française eut un autre empereur du nom de Napoléon, Napoléon III. Afin de dépêcher le pillage des colonies dans le monde qui était déjà partagé par les puissances occidentales et de prouver l'invincibilité de son nom, Napoléon III avait formé une coalition avec l'Angleterre dans la deuxième guerre de l'opium contre la Chine. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse, à ce qu'il paraît. En apprenant le crime commis par les armées britanniques et françaises, Victor Hugo s'indigna contre ce qu'avaient fait ses compatriotes. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Les Lumières et l'engouement pour la Chine avaient disparu depuis presque un siècle. Ce lettré, qui se nourrissait des pensées des Lumières, respectait la Chine comme Voltaire. Hugo et Julien choisirent de protester contre les guerres à leur façon, malgré leur impuissance. Après cette guerre, Victor Hugo collectionna les œuvres d'art pillées par les armées britanniques et françaises. Aujourd'hui, il nous est impossible de savoir quelle fut sa motivation. Mais elle pourrait peut-être s'expliquer à travers ses propres paroles. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. Julien enrichissait toujours ses ouvrages. Ses recherches couvrirent presque tous les domaines de la sinologie, les classiques, la religion, les romans et le théâtre. Ses œuvres prouvèrent que les Chinois n'étaient pas des barbares, qu'ils avaient une civilisation respectable et brillante. Fin 1867, Wang Tao, penseur connu de la fin de la dynastie Qing, rendit visite à Julien à Paris lors de son séjour en Europe.
Ce sinologue lui donna une impression robuste et énergique. Monsieur se plaît à former des talents pour l'État en étant modeste et humble. Par contre, ses confrères n'étaient pas contents de lui. Et en particulier, il a cherché à monopoliser en France toutes les charges de chinois. En 1872, au dernier moment de sa vie, Julien donna tous ses biens à l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour récompenser les ouvrages de sinologie qui avaient le plus de valeur. Aujourd'hui, le prix Stanislas Julien est toujours l'un des prix les plus importants de sinologie. Il est connu comme le prix Nobel de sinologie. D'une part, les chercheurs avaient fait des efforts pendant plus d'un demi-siècle. D'autre part, il y avait un besoin d'élargissement des colonies. À la fin du XIXe siècle, la Russie, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne créèrent des postes de maîtres de conférences en sinologie dans des universités. La sinologie avait enfin germé dans toute l'Europe. En octobre 1875, Schlegel, le premier maître de conférences en sinologie à l'université de Leyde, déclara « Les sinologues, loin de Chine, ont peu de force. Il leur est difficile d'obtenir le respect de leurs collègues, comme des poissons hors de l'eau en Europe. La raison est que peu de temps avant cela, les Occidentaux avaient encore du mal à se rapprocher de la Chine. Ainsi, l'enthousiasme académique n'obtenait que peu d'écho. 2 guerres de l'opium avaient quand même changé la situation. L'article 18 du traité de Huangxia, signé par la Chine et les États-Unis après la première guerre de l'opium, permit aux étrangers d'apprendre le chinois. La même permission réapparut dans le traité de Tianjin, après la deuxième guerre de l'opium. La présence de cet article paraît singulière dans 2 traités qui mettent l'accent sur le commerce. Cet article fit partie du traité grâce à un sinologue américain qui s'appelle Samuel Wells Williams. Pour la sinologie traditionnelle américaine, l'année 1876 marque un point incontournable. En octobre, Williams rentra aux États-Unis après un séjour de 43 ans en Chine. L'année suivante, il devint professeur de littérature chinoise à l'université Yale, devenant le premier professeur de sinologie aux États-Unis. 美国汉学可以大致的分为2期，业余和专业。但是业余到专业过渡这个时期啊，这个魏三伟实际上是一个很有代表意义的人，因为他原来是个业余汉学家，对不对？他当过传教士很长时间，然后当外交官也当很长时间。等到晚年回到耶鲁，因为他当时他儿子在耶鲁，所以他到了耶鲁，他成为了一个汉学教授，等于就成为一个专业汉学家。但实际上他以前很长一段时间是一个业余汉学家，所以从他身上我们正好可以看出业余到专业的一种过渡。Ayant laissé une vie bruyante, Williams pouvait enfin s'appliquer à réviser The Middle Kingdom, publié pour la première fois en 1858. 30 ans après sa parution, aucun ouvrage ne pouvait surpasser ce livre en profondeur et sujet de discussion. Dans la préface de la version révisée, Williams écrivit « Les progrès politiques et intellectuels de la Chine pendant ce temps-là auraient dépassé toute période du passé. À ce moment-là, la Chine avait connu l'échec de la révolte des Taiping, la deuxième guerre de l'opium et le mouvement d'auto-renforcement. 1875 avait vu apparaître la première proposition pour changer de régime en prenant exemple sur l'Occident. Il parut donc plus que nécessaire de réviser ce livre.
之所以叫中国总论呢，因为它实际上涉及到了中国的这个整个的地理啊、文化、政治、社会等各方面的情况，所以更像一个中国的百科全书似的这么样一部著作。他写这个中国的人就是花了很多时间去收集资料，所以他的资料甚至到了中国近代都被引用，说我们中国4万人口就是从他那个时候他的统计来的。Dans la bibliothèque de Yale, Williams pensait à la Chine. La première fois qu'il se rendit en Chine, il n'avait que 21 ans. Imprimeur, il ne pouvait apprendre le chinois qu'en cachette dans sa chambre, comme Morrison. Il ne pouvait pas non plus sortir à son gré. Ce n'était pas un apprentissage agréable. C'est pourquoi, lorsqu'il participa à la rédaction du traité de Huangxia et du traité de Tianjin, il essaya d'abord de briser l'interdiction faite aux étrangers d'apprendre le chinois. Étant l'un des Américains qui connaissaient le chinois, Williams connut plusieurs événements importants de la fin de la dynastie Qing. Il indiqua la raison essentielle de l'échec de la révolte des Taiping. Ce n'est pas logique que beaucoup de Chinois aient soutenu ce mouvement avec frénésie, car le slogan du mouvement était injuste. Le problème de la Chine est au niveau de la population, mais pas à celui du gouvernement. Changer de gouverneur, ce n'est que changer de dynastie. Son jugement était peut-être en avance sur son temps. 他说中国真正的希望是在人民，因为朝代就是改朝换代，然后有很多的杀戮，但是最基本的动力、生产力跟安定力通通是在人民身上，所以他非常的，所以我说他很推崇孟子嘛。The Middle Kingdom essaie de comprendre la Chine de manière globale. Avant, il n'y avait que Mendoza et Duhalde en Occident. Cependant, il n'était jamais allé en Chine. Williams avait accès aux recherches des sinologues professionnels européens. De plus, il avait passé 43 ans à observer sur place et à documenter. Il était temps d'aboutir à une conclusion sur la Chine. The Middle Kingdom signale plusieurs fois que les Chinois ont besoin des techniques qui représentent la civilisation occidentale et des doctrines du christianisme. Williams en était parfaitement convaincu. Mais est-ce la vérité de la Chine? Bientôt, de plus en plus de sinologues poseraient le pied sur cette terre ancienne.